suivre dans cette édition l'ouverture de la 15e Assemblée des États partis au statut de Rome aux Pays-Bas. À Bruxelles ce jour, Faustin Archange Touadéra présentera le plan de redressement de la Centrafrique sur 5 ans aux bailleurs de fonds. Et enfin, publication d'un rapport de l'Union africaine sur les résultats de la présidentielle dernière au Gabon, le contenu du document dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette session d'information sur l'Africaine des télés. En Côte d'Ivoire, le président du tribunal d'Abidjan a décidé de poursuivre le procès de Simone Gbagbo en son absence. Accusée de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, l'ancienne première dame aura désormais des avocats commis d'office. Une décision prise hier par le tribunal d'Abidjan. Christelle Deboutor. Simone Gbagbo a décidé de ne plus se présenter à son procès. Le président du tribunal a conclu de poursuivre le procès sans elle. Ce mercredi, le constat est bien effectif. La place réservée aux accusés était une fois encore vide. Depuis plusieurs séances, Simone Gbagbo refuse d'assister à son procès pour protester contre la non-comparution de certains témoins. Il s'agit de l'actuel président de l'Assemblée nationale et ancien chef de la rébellion Guillaume Soro, l'ancien premier ministre Jano Kwadio Aoussou ou l'ex-ministre Charles Kofi Dibi. Pour Ali Yewo, procureur général du tribunal, ce n'est qu'une mise en application de la loi ivoirienne permettant aux juges de faire comparaître ou non un accusé. Cette loi estime que si la présence d'un accusé n'est pas nécessaire de s'en passer. Ali Yewo déclare, je cite, « C'est elle qui a décidé de ne pas comparaître. On peut très bien se passer de sa présence. Elle s'est longuement exprimée, ses avocats aussi. » Fin de citation. Mais l'avocat de l'ancienne première dame n'est pas de cet avis. Il réclame la justice. Ce que nous demandons, ce n'est que justice. Nous demandons à réparer les fautes graves de la justice ivoirienne qui n'a jamais entendu les acteurs des faits. Comment vous pouvez imaginer que c'est Mme Gbagbo qui a envoyé les acteurs des faits alors que les acteurs des faits ne vous ont jamais dit que c'est Mme Gbagbo qui les a envoyés? Mais si la défense de Mme Gbagbo ne participe pas à ce procès n'est plus crédible. Âgée de 67 ans, Simone Gbagbo est jugée à la cour d'assises d'Abidjan depuis le 31 mai 2016. L'ancienne première dame est accusée de crimes contre l'humanité, crimes contre les prisonniers de guerre et crimes contre les populations civiles. Ces crimes ont été commis lors de la crise post-électorale de 2010-2011 qui a fait plus de 3000 morts en 5 ans. 15e Assemblée des États partis au statut de Rome. La conférence a démarré mercredi dernier aux Pays-Bas, une réunion au cours de laquelle plusieurs dossiers seront abordés, y compris la vague de retrait des pays africains. Reportage. Vous aurez donc cet élément dans nos prochaines éditions. Regain de tension au Nigeria. Au moins 10 chiites ont été tués lundi par la police dans des heurts à Kano. C'était lors d'une cérémonie religieuse marquant une nouvelle escalade des violences contre ce courant de l'islam largement minoritaire dans le pays. Le récit d'Ansine Djengue. Un pèlerinage chiite de 40 jours viré au drame avec pour bilan 10 morts. C'est la conséquence des affrontements éclatés à Kano entre policiers et fidèles du mouvement islamique du Nigeria, IMN. Ces musulmans effectuaient une marche jusqu'à Kaduna pour le traditionnel Arbaïn, un pèlerinage chiite qui se déroule sur 40 jours après la fête de l'Ashura. Un témoin a rapporté que la police arrivée sur les lieux a dispersé la foule à coups de gaz lacrymogène, armés d'arcs et de flèches ainsi que d'autres armes dangereuses. Ces pèlerins ont tué un policier et en ont blessé 3 autres, selon un porte-parole de la police de Kano. 10 chiites ont pu être arrêtés et une majorité blessée. Au cours de la marche étalée sur plusieurs jours, ces fidèles musulmans devaient se rendre depuis Kano à Kaduna, autre grande ville du Nord, où leur mouvement chiite, l'IMN, minoritaire au sein de l'islam nigérien, comptait célébrer la fin du pèlerinage. Mais le mouvement islamique du Nigeria ne reconnaît pas l'autorité d'Abuja. Le gouvernement avait donc interdit ce déplacement
affrontements, ce qui a suscité la colère des fidèles. Le nord du Nigeria, où la charia est en vigueur, est à dominance sunnite et les tensions entre les deux communautés ont déjà fait en octobre dernier au moins 10 morts lors de la même cérémonie. L'hostilité envers les chiites s'est accentuée à Kaduna, convertie au salafisme, où les imams radicaux n'hésitent plus à faire des prêches haineux contre la minorité chiite. Le nord musulman du Nigeria glisse aussi vers une autre guerre, celle de l'Iran, parlant des chiites, et l'Arabie saoudite, parlant des sunnites salafistes, les deux grandes puissances musulmanes. Depuis ce matin en Centrafrique, tous les regards sont tournés à Bruxelles où se tient en ce moment la conférence des bailleurs et des donateurs. Au cours de cette rencontre, le président Faustin Archange Touadéra devra réussir à mobiliser 3,1 milliards de dollars dans l'optique de reconstruire le pays, toutes choses devant permettre de rebâtir une Centrafrique ravagée depuis 2013. Suivi à ce propos le président Faustin Archange Touadéra avant la tenue de la conférence de Bruxelles. Nous revenons de très loin et le pays est à reconstruire. Nous n'avons pas de forces de défense et de sécurité. Nous avons encore des groupes armés qui n'ont pas encore désarmé. Nous travaillons pour la paix, mais la paix est fragile. Nous sommes dans une situation extrêmement fragile. Alors donc, il suffit de rien pour qu'on retourne dans une situation difficile. Nous avons mis en place un processus de désarmement sur les 14 qui sont recensés depuis les 14 groupes armés qui sont identifiés. Il y en a 11 qui ont déjà répondu favorablement. Le peuple centrafricain attend de ses amis un soutien. Et puis, les chefs d'État et de gouvernement africains ont tenu mercredi dernier une réunion en marge de la conférence des Nations Unies sur le climat à Marrakech. Un sommet initié par le roi marocain Mohamed VI pour défendre les intérêts des pays africains dans la lutte contre le changement climatique et démontrer l'engagement du royaume chérifien sur le continent. Les explications de Moura Onias Gaba. Les pays africains veulent désormais parler d'une seule voix pour contrer les menaces des changements climatiques sur le continent africain. Ils étaient à cet effet une trentaine à se retrouver autour de la table ronde ce mercredi à Marrakech pour défendre leurs intérêts dans ce sens. Une initiative au-dessous diplomatique du roi marocain Mohamed VI en marge de la conférence des Nations Unies sur le climat pour réaffirmer l'influence du royaume chérifien en Afrique. Il s'agira désormais pour les pays africains qui sont les plus exposés de réclamer aux grandes puissances des soutiens financiers et techniques dans l'élaboration des plans pour permettre au continent de contrer efficacement l'effet des dérèglements climatiques. À ce titre, les chefs d'État et de gouvernement étaient à ce sommet avec leurs différents projets, notamment la création d'une muraille verte, le sauvetage des bassins du Congo et du Tchad ou le développement des énergies renouvelables. Des projets qui répondent à une préoccupation commune pour tous les Africains. Ces différentes priorités fixées lors de ce sommet devront être prises en compte par les fonds consacrés au climat. Aussi seront-elles soumises au sommet de l'Union africaine qui se tiendra en janvier prochain pour approuver leur financement. Les grandes puissances, notamment la France et les États-Unis, dans une intervention précédant ce sommet africain, ont confirmé leurs engagements à venir à bout des attentes des pays africains. La priorité, c'est l'accès à l'énergie. L'Afrique représente 13% de la population mondiale, mais seulement 4% de la demande d'énergie. D'où l'initiative que nous avons lancée pour les énergies renouvelables. 10 milliards d'euros additionnels par rapport aux financements existants ont été annoncés d'ici à 2020. Les chefs d'État ont convenu au terme de ce sommet d'une déclaration commune fixant leurs priorités climatiques. Elle devra être exécutée par le président en exercice de l'Union africaine, Idriss Déby. Nouveau rebondissement dans le contentieux électoral au Gabon. Un rapport des observateurs de l'Union africaine remettrait en cause les résultats de la présidentielle dans la province du Haut-Ogooué et dans la capitale Libreville. Les précisions de France Kaya. Le doute sur les résultats de la présidentielle gabonaise prend une nouvelle dimension. Un rapport de la mission d'observation de l'Union africaine conforterait la position de ceux qui estiment que le scrutin du 27 août dernier est entaché d'irrégularités. Ce document tombé aux mains des journalistes serait presque similaire au définitif.
Un document dans lequel les observateurs expriment leurs doutes sur les résultats de la province du Haut-Ogooué et ceux de Libreville, chef-lieu de la province de l'Estuaire. Cette interrogation relèverait entre autres du fait que les procès-verbaux soient bien lisibles, bien rédigés et bien ordonnés. Ce qui serait, selon les écrits des juristes mandatés par l'Union africaine, invraisemblable. Dans les autres provinces, les exemplaires des procès-verbaux sont mal remplis, non signés, incomplets ou encore surchargés. L'absence dans le Haut-Ogooué et à Libreville de ces anomalies habituellement observées lors des scrutins dans plusieurs pays éveillerait donc les soupçons des experts. Ce document de 3 pages fait surface au moment où l'opposition gabonaise continue de rejeter la réélection de Ali Bongo à la tête du pays. Le candidat porté par une coalition de l'opposition, Jean Ping, se dit prêt à mener son combat jusqu'au bout. Selon lui, il aurait reçu le soutien des pays occidentaux qui l'inciteraient à tout mettre en œuvre pour établir la légalité du vote. Jean Ping, actuellement absent de son pays, promet de revenir bientôt dans le but de présenter à ses concitoyens un rapport de la mission d'observation de l'Union européenne sur le scrutin auquel il a participé. Ce rapport, qui militerait largement en sa faveur, vient ainsi conforter sa position à ne pas prendre part au dialogue annoncé par le président Ali Bongo. Au même moment, certains de ses alliés comme René Ndemezo Obiang et Casimir Oyemba ont clairement exprimé leur intention de participer à ce dialogue que propose le pouvoir. Le reste de l'actualité sur le continent pour le compte de cette édition est à travers l'Afrique en bref. C'est une compilation de Childéric Alos Sesso. L'affaire qu'il convient d'appeler alcool frelaté meurtrier au Cameroun connaît des avancées. Les premiers résultats des enquêtes renseignent après analyse que ce produit contient du méthanol, un liquide incolore très toxique. Les populations camerounaises, notamment celles de la commune de Mendourou, ont comme à leur habitude ingurgité l'odontol non attribué à ce produit très prisé dans l'est du Cameroun. Après consommation suivie entre autres de vomissements, maux de tête, cécité, 19 personnes sont décédées et 27 toujours hospitalisées, selon les derniers chiffres rendus publics par le ministère camerounais de la Communication. L'odontol, très moins cher sur le marché, est le fruit d'une fabrication artisanale à base de vin de palme, du sucre et d'une écorce d'arbre. Après cet incident, le préfet du département du Haut-Yong a pris un arrêté interdisant la commercialisation de ce produit. La grève des magistrats au Tchad se durcit. Les grévistes annoncent une cessation des travaux pour 1 mois. Cette mesure fait suite au précédent blocage des travaux dans les tribunaux pendant plus de 2 semaines. La pomme de discorde est le décret portant réduction des indemnités des fonctionnaires, une décision prise par le gouvernement de Idriss Déby Itno, mais très controversée. L'opposition s'est invitée également dans cette lutte des magistrats. Elle prévoit 2 actions pour mettre la pression au gouvernement tchadien. D'abord, une réunion publique prévue pour ce jeudi. Elle sera suivie d'une journée ville morte annoncée pour le 22 novembre prochain. Idriss Déby Itno au Maroc depuis quelques jours, dans le cadre de la COP22, n'a pas pu prendre part au sommet des chefs d'État africains organisé par le roi marocain Mohamed VI. Le président en exercice de l'Union africaine est retourné à N'Djamena mardi. En Ouganda, un réseau d'arnaqueurs a été démantelé. Sam Semboa, chef du réseau, et ses alliés sont soupçonnés d'escroquer une société polonaise d'armement. Tout serait parti d'un contrat fictif de 12 millions d'euros signé avec la société sur la base d'un faux appel d'offres du ministère ougandais de la Défense présenté par le mis en cause qui se serait fait passer pour un mandataire du ministère de la Défense. Dans le contrat, le cerveau de la bande fait la commande des véhicules blindés, des véhicules de transport de troupes, de l'équipement anti-émeute et des pièces d'artillerie au profit de l'armée ougandaise. Sam Semboa a été interpellé ce jeudi après avoir encaissé 520 000 euros de la part de la société polonaise. Ce journal est à présent terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain.